Donc moi je vais vous parler surtout de la céramique dans la péninsule italique. On va voir des choses qu'on a déjà vues ces derniers jours. Donc depuis l'âge du fer, la péninsule italique a été marquée par une influence croissante des cultures du bassin méditerranéen oriental, qui a perduré de manière significative jusqu'à la période romaine. Juxtaposées, empruntées, mélangées ou intégrées, ces influences ont façonné une partie des cultures des peuples italiques, comme celle des Étrusques, des Latins, des Lucaniens, des Messapiens, etc. Donc, loin d'être linéaires, ces influences sont variées et évoluent parallèlement aux changements politiques et commerciaux. Leur réception varie également d'un peuple à l'autre et d'une période à l'autre. Les Étrusques importent par exemple énormément de céramique orientale, de la période orientale à la période classique, alors que les peuples situés à proximité des colonies grecques, comme les Messapiens, les Lucaniens, vont être fortement imprégnés par les productions coloniales. Un dialogue continu s'installe donc entre les productions indigènes et du monde grec. L'ascension politique de Rome dans la péninsule italique et l'hégémonie qui s'ensuivra va peu à peu homogénéiser l'ensemble des productions en aboutissant à une culture matérielle uniforme. Environ 3 siècles séparent néanmoins le début de cette ascension et l'époque impériale, caractérisée par une céramique standardisée. Donc la période hellénistique se présente comme un moment charnière où le dialogue entre les cultures indigènes et hellénistiques est perturbé par Rome, son ascension territoriale et les bouleversements politiques et commerciaux qu'elle entraîne. C'est dans ce contexte qu'émerge la céramique romaine, et notamment la céramique à vernis noir, dite campanienne, la céramique à parois fines ou encore la céramique sigillée. Alors que les arts plastiques et graphiques continuent de s'enrichir et d'évoluer tout au long de l'époque hellénistique, une très grande partie de la céramique semble s'appauvrir dans ses formes, ses décors et ses techniques de production. Peut-on alors parler d'influence hellénistique dans la céramique de la péninsule italique? Et si oui, comment se traduit-elle? Par ailleurs, la céramique romaine est-elle l'aboutissement des influences orientales ou se pose-t-elle en rupture? Donc, pour tenter de répondre à ces questions, nous ferons tout d'abord un bref rappel des influences orientales dans la péninsule italique, c'est-à-dire comment la céramique, essentiellement d'origine grecque, entre en contact avec celle des peuples indigènes. Nous passerons ensuite aux principales classes de céramique romaine émergeant au cours de cette période et tenterons de voir si, oui ou non, elles intègrent de manière significative des éléments hellénistiques. Enfin, nous nous pencherons sur les particularités de la céramique romaine, italique, et ses dynamiques de production. Donc, les origines des influences orientales dans la céramique italique. L'influence des cultures du bassin méditerranéen oriental dans la péninsule italique centrale, méridionale et en Sicile est très ancienne. Dès l'âge du bronze, des témoignages provenant de Crète et de l'Anatolie sont identifiés en Sicile méridionale et orientale, ainsi que sur les côtes ioniques, de la Calabre et en Apulie. Indirectement, ces influences parviennent jusqu'en Étrurie méridionale. L'implantation des colonies grecques entre la moitié du 8e siècle et la fin du 7e va bien évidemment amplifier ces courants qui se juxtaposent aux productions locales qu'ils vont ensuite influencer. Donc ici à droite, une olpée en bucchero qui s'inspire clairement donc, des productions corinthiennes, ici la fameuse olpée Chigi. Que ce soit par la forme du vase, le découpage des registres iconographiques ou encore les dents de loup. L'empreinte étrusque reste néanmoins très forte puisque le vase est produit en bucchero, le décor est incisé et les figures fortement stylisées. Donc la culture grecque importée dans les colonies est aussi variée que les polices fondatrices différentes, Tarente par Sparte, Syracuse par Corinthe ou encore Sybaris par des colons du Péloponnèse. Chaque cité a ses colons, dont de nombreux artisans qui entrent en contact avec les populations indigènes et dont les générations se succèdent tout en conservant un lien très fort avec la cité mère. Attachées à un goût qui leur est propre, les populations indigènes intègrent les styles coloniaux. Ici l'exemple des productions apuliennes et ses dégradés d'influence coloniale. Donc en haut à gauche, le cratère à Campanule est semblable aux productions attiques, dans la forme, le style et son expression. Plus récent d'environ un demi-siècle, le cratère à volute exprime un goût déjà plus régional,
notamment dans l'abondance du décor. Les deux vases en bas à gauche, dits afache, sont produits pendant environ 2 siècles. Et ils montrent bien non seulement la constance de la culture indigène, mais également un répertoire morphologique et des décors qui lui sont propres. Enfin, le vase polychrome en bas à droite est fabriqué dans un contexte où le rôle des colonies est affaibli et celui de Rome toujours plus important. Les populations indigènes cherchent alors à imposer un style en intégrant des éléments hérités de la culture coloniale à un goût spécifiquement autochtone. Mais les courants d'influence ne passent pas exclusivement par les colonies, puisque, entre autres, les nombreux ports, notamment ceux de l'Étrurie, ceux en Étrurie comme Pyrgi, Tarquinia, Populonia, permettent des contacts directs avec les populations grecques, ou en tout cas avec leurs marchandises. On sait également que les Étrusques se rendent directement en Grèce. Ici, l'exemple de la tombe d'une famille grecque étrusque de Cerveteri, à proximité de Pyrgi, qui a importé des vases attiques sur plusieurs générations, de la fin du 6e au 5e siècle. Donc, de très nombreuses transformations politiques et territoriales vont déterminer l'époque hellénistique. À la mort d'Alexandre, la culture grecque, entendue au sens large, politique, culturel et linguistique, s'est étendue dans tout le bassin méditerranéen oriental et au-delà vers l'est. Au même moment, Rome a entrepris sa conquête de la péninsule italique. La fin du IVe et la première moitié du IIIe siècle sont caractérisées par une série de conflits qui opposent Rome, les peuples indigènes et les colonies. De nombreuses cités indigènes s'allient aux colonies, comme Tarente, qui est soutenu par Pyrrhus, alors que d'autres préfèrent choisir le camp romain, comme Harpie, donc ça pour l'Apulie. La conquête romaine de la péninsule italique s'achève en 264 avec la chute de la dernière cité étrusque Volsini. On observe à ce moment un recul des céramiques coloniales par rapport aux fabrications indigènes. Ici, un vase polychrome de Centuripe en Sicile. Donc, il s'agit d'une production isolée que l'on peut mettre en parallèle avec le vase polychrome apulien beaucoup moins raffiné qu'on a vu avant. Donc ici à gauche le célèbre cratère de Dervénie, sans doute produit par des artisans au service de la cour thessalonique autour de 350 ou de la cour macédonienne vers 330-320. À droite, un exemplaire de vase en céramique dite argentée, dont Vincent a parlé lundi. Plutôt limitée, cette classe semble avoir été produite en territoire volsinien et phalisque à la fin du IVe et tout au long du IIIe siècle. Elle se caractérise par un revêtement blanc-gris qui tente à imiter les surfaces métalliques. L'amphore dite de Mélona ne s'inspire pas directement du cratère de Dervénie, mais s'inscrit clairement dans sa lignée, tant par la forme du vase, l'abondance des décors et les figures plastiques. En Apulie, une production dite dorée, je ne l'ai pas ici d'illustration, c'est-à-dire couverte d'un revêtement imitant elle aussi les surfaces métalliques, fait écho à ce premier groupe, mais se distingue par la fabrication de formes de type plat. Peu répandues, ces productions soulignent une nouvelle évolution du goût indigène qui se tourne alors vers des productions métalliques hellénistiques, distinctes peut-être de celles qu'on avait jusqu'alors en bronze. C'est-à-dire c'est une nouvelle vague d'influence plutôt originaire de Macédoine. Notons que ces vases polychromes sont extrêmement fragiles et souvent cantonnés à un usage exclusivement funéraire. Donc, tournés vers la partie orientale du bassin méditerranéen, les royaumes hellénistiques, qui succèdent aux conquêtes d'Alexandre, ont transformé les relations que les peuples italiques et les colonies pouvaient entretenir avec les différentes cités grecques. Les arts de la cour macédonienne, peinture, sculpture, architecture ou encore taurotique, vont néanmoins pénétrer dans la péninsule. Nous pouvons par exemple mettre en parallèle une mosaïque de Pella figurant le rapt d'Hélène par Thésée et une scène d'Amazonomachie peinte sur un sarcophage provenant de Tarquinia. Cette dernière, bien que plus rigide que l'exemplaire macédonien, introduit une nouvelle organisation spatiale qui permet au récit de se développer sur plusieurs plans.
Les figures humaines présentent des mouvements un peu plus complexes que par le passé. Les visages commencent un petit peu, enfin encore un petit peu sont un petit peu plus expressifs. L'influence profonde de la peinture grecque hellénistique dans la péninsule italique perdurera longtemps, comme par exemple dans les représentations de la Villa des Mystères de Pompéi, qui reprennent des scènes déjà attestées sur les vases de Centuripe du IIIe siècle. En architecture, des influences macédoniennes sont visibles dans l'étrurie rupestre, comme l'atteste un certain nombre de tombes monumentales, dont celle de Grotescalina, située au cœur du territoire de Tarquinia. Donc là, son architecture semble s'inspirer directement de celle des palais de Pella et laisse supposer des contacts directs. Le contexte politique qui ouvre la période hellénistique a donc des conséquences directes sur la céramique. Un probable affaiblissement du rôle des colonies diminue leur influence, ouvrant un champ d'expression nouveau aux populations indigènes qui, face à Rome, cherchent à affirmer des formes et des styles qui leur sont propres. Bien qu'empreints depuis plusieurs siècles de culture hellénique. À cette première tendance s'ajoutent de nouvelles influences, principalement macédoniennes. Il n'est pas étonnant que l'étrurie, en particulier l'étrurie méridionale, habituée depuis longtemps à avoir des contacts directs avec le monde grec, soit un excellent réceptacle de ces nouvelles formes et styles. Mais ces influences ont des limites, puisque la céramique ne fait plus l'objet d'exportations massives. Les quelques productions vues plus haut, comme les vases Centuripe ou la céramique argentée d'étrurie méridionale et du territoire falisque, où c'est que et le rayonnement assez limité de la céramique dorée d'Apulie attestent de la continuité des modèles hellénistiques, mais montrent aussi que cela reste relativement limité. La véritable tendance de l'époque est la diffusion massive des premières classes de céramique qui deviendront assez caractéristiques de la période romaine, enfin en tout cas de l'hégémonie romaine, et en particulier donc, des premières étrusco-romaines, la céramique à vernis noir. Donc y a-t-il des influences orientales dans les premières céramiques romaines ? L'orientation nouvelle des influences hellénistiques en cette fin de IVe siècle, essentiellement dirigée vers la Macédoine, trouve-t-elle un écho dans la naissante dans ces céramiques qui apparaissent à ce moment-là ? Quelles catégories de matériel peuvent être prises en compte pour répondre à cette question ? Les catégories et classes caractéristiques de l'étrurie et de la campanie du IIe siècle nous semblent un bon point de départ. Du IIe siècle, c'est-à-dire qu'on est plus bas, mais en même temps, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer. Elles vont être caractéristiques surtout du IIe siècle, où elles vont énormément se diffuser, mais on va commencer à les voir apparaître justement tout au début de la période hellénistique. C'est à ce moment-là que vont se former des prototypes. Il n'est évidemment pas possible ici d'examiner dans le détail chaque catégorie et classe de matériel. Donc je vais faire juste une brève introduction à la céramique à vernis noir, à la céramique commune. En revanche, je m'attarderai un peu plus évidemment sur les céramiques à parois fines et notamment quelques formes de gobelets et des formes de tradition hellénistique comme le kantar, le rita ou le skyphos. Ce sont ici des exemplaires qui proviennent de Mousarda, dont on a déjà parlé. Donc la céramique à vernis noir étrusco-romaine est une des classes les plus représentatives de la période hellénistique. On localise généralement son origine dans une zone comprenant l'Étrurie, le Latium et la Campanie, à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire simultanément à la conquête romaine de ces régions. Par sa technique et une partie de ses formes, sa production s'inscrit dans l'héritage de la céramique grecque, mais son répertoire l'impose comme un groupe spécifique à l'Italie centrale. Elle va fortement évoluer depuis son apparition à la fin du IVe jusqu'à sa disparition vers la moitié du Ier siècle. Les premiers vases sont généralement d'excellente facture, le tournage des formes est soigné, le vernis couvre toute la surface du vase et il est cuit de façon homogène. Donc ici un exemple de pattern de l'atelier des petites estampilles. On l'a vu localisé à Rome, enfin l'atelier ou peut-être... tu me disais tout à l'heure, plutôt vers Cerveteri. Voilà. Des productions anciennes de céramique à vernis noir, c'est-à-dire de la fin du
du IVe sont détachés déjà à Calès en Campanie, cité colonisée dès cette époque. Mais des productions antérieures à la conquête romaine sont également attestées, notamment à Volterra, où un atelier semble avoir produit ce type de vase près d'un demi-siècle avant la colonisation romaine. Hop. Je ne crois pas que ce soit nécessairement contradictoire avec l'hégémonie croissante, puisque ce sont des influences qui peuvent se renvoyer d'une partie à l'autre. On est sur des territoires qui sont quand même très, très, très en contact, très proches l'un de l'autre. Et puis ça peut être aussi, elles peuvent aussi apparaître à ce moment-là pour des raisons purement commerciales, ou parce pour des pratiques alimentaires qui peuvent commencer, qui sont partagées. Donc, sur ces vases, donc là, ah non, c'était celle d'avant. Voilà. Donc là, sur ces vases de Volterra, on voit néanmoins, on voit encore fortement des empreintes hellénistiques dans les décors, par exemple la finition des anses. Alors que tout ça va tendre à, comme vous le savez, ça va fortement se simplifier au fur et à mesure. Le répertoire va également s'appauvrir et la qualité va peu à peu, nous semble chuter à partir du IIIe et notamment au IIe siècle. Voilà. Ça, ce sont quelques vases qui proviennent du musée de Tuscania. Voilà. Là, on commence à voir notamment l'apparition des petits pôles et ce que les Italiens appellent les olette. Donc la qualité est encore discrète, la qualité est discrète, mais on abandonne peu à peu les décorations. Sur cette photo, sur cette planche, un bol de Musarna, donc voilà, une forme assez caractéristique dans un contexte daté de la fin du IIe avant. Donc on a un vernis qui n'est plus très couvrant, un décor de guillochi pas très bien fait. On en parlait hier avec Lucie. Souvent, on a des traces de doigts autour parce qu'on a plongé quand on a plongé le vase dans le vernis. Donc là, on n'a pas vraiment... cette céramique-là, elle ne semble pas vraiment être sous influence orientale, en tout cas des céramiques de l'époque. Pour les céramiques communes, alors là, je ne sais pas, je crois... C'est pas vraiment différent, je pense pas que ce soit différent de ce qu'a dit Cécile, mais simplement peut-être il y a quelques nouvelles formes qui semblent quand même intéressantes sur ce qu'elles peuvent impliquer dans la préparation, plutôt dans les pratiques alimentaires. Puisque jusqu'ici, donc, on avait un répertoire morphologique issu du Latium et de l'Étrurie, avec donc justement cette importance de l'olla, ce pot à cuire. Le répertoire des colonies grecques, en revanche, est déjà un peu plus étoffé, puisqu'on l'a dit, on a la kythra, le kakabé, ou des plats qui sont des plats à cuire, et puis le lopades. Au IIIe siècle, on l'a dit aussi, apparaît en Campanie la céramique à vernis rouge pompéien. Donc c'est une céramique qu'on considère typiquement italique et caractéristique de toute cette région, donc de la Campanie, mais du Latium, mais aussi de l'Étrurie. Pourtant, quelques formes vont venir enrichir un peu plus tardivement cette céramique commune. Donc le clibanus, qui là semble être une forme, donc il apparaît à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une forme qui semble être introduite directement à ce moment-là de l'Orient, du bassin méditerranéen oriental. Et on a également le kakabus, donc là qui est une forme qui existait déjà sur le territoire, dans la péninsule italique, mais qui jusqu'ici n'avait pas été intégrée dans ces régions.
L'introduction de ces formes implique quelques petites transformations dans les modes de cuisson, dans l'évolution des mets. Ça n'a rien de révolutionnaire, ça ne change pas puisqu'on continue à avoir énormément d'olé, enfin essentiellement d'olé. Mais on a quand même quelques nouveautés qui impliquent de petites transformations qui vont ensuite durer pour au fur et à mesure s'imposer et caractériser ce qui va être la céramique romaine. Donc, concernant la céramique commune fine, j'ai oublié de vous montrer le clibanus. Voilà. La marmite. Donc, concernant la céramique commune fine destinée à la conservation au service des mets, le site de Mouzarna semble indiquer une forte augmentation des pots de conservation. Donc, pareil, des olés en céramique, enfin des olés pots en céramique commune fine, et puis beaucoup de pichets, ce que tu appelles aussi des bouilloires. Et puis on a aussi une augmentation importante des laginoi, qui sont des vases d'origine grecque qu'on a déjà depuis la fin du 4e dans ces régions-là, mais elles augmentent notablement au cours du 3e et du 2e siècle, et elles sont liées au service du vin. Donc, on ne peut pas véritablement parler de nouveautés ou d'influence majeure dans la céramique commune. Mais on a quand même un peu l'idée d'un réajustement. Certaines formes déjà employées sont produites plus massivement, et d'autres, quelques rares autres, sont introduites, notamment des formes du monde hellénistique. Alors, je vais vous parler maintenant de la céramique à parois fines. Donc avec la céramique à vernis noir, la céramique à parois fines constitue le groupe de vases de consommation le plus important à cette époque. Elle est essentiellement, dans ces régions, elle est essentiellement composée de vases à boire. Donc sur la base du nombre important d'exemplaires découverts en Étrurie méridionale, c'est-à-dire dans le nord du Latium et le nord du Latium, sud de la Toscane actuelle, on a localisé son origine dans cette région. Sa diffusion semble avoir été très rapide, puisqu'on la retrouvera rapidement dans toute la péninsule italique et au-delà. Ma thèse de doctorat portait sur un important lot de ces vases découverts dans les différents secteurs de Mouzarna. Donc, Mouzarna, cité étrusque fondée par Tarquinia au cours du conflit qui l'opposa à Rome. Elle est située à quelques kilomètres de Viterbe et à 90 km au nord de Rome. Les fouilles ont permis de mettre au jour des édifices aux fonctions très variées: domus, bains hellénistiques, marchés, temples, structures défensives, ainsi que des nécropoles qui couvrent plusieurs périodes, donc de la fin du 4e au 3e siècle après. Cette très petite cité provinciale a connu d'importantes transformations architecturales et urbaines au 2e et surtout au 1er siècle. Tous ces travaux ont constitué d'importants d'emblée, riches de matériel de cette époque. Donc, au premier abord, le matériel de Mouzarna se révèle particulièrement standardisé et répétitif et diffère très peu de celui des nombreux sites alentours, Viterbe, Ferento, Casteldasso, Tarquinia, Tuscania, etc. Loin d'être une faiblesse, cette uniformité s'est démontrée particulièrement démonstrative car récurrente dans de nombreux contextes stratigraphiques. Donc l'échantillon est ainsi apparu significatif pour Mouzarna et l'ensemble du territoire du Tarquinia qui joue un rôle de premier plan dans la production des premières céramiques à parois fines. La définition technique de ce groupe évolue au cours du temps puisqu'à l'époque républicaine, elle regroupe des vases fabriqués en argile non calcaire, riches de dégraissants, souvent identiques à celles des céramiques communes grossières. Ce sont des vases qui ne sont pas étanches. À l'époque augustaine, en revanche, la céramique à parois fines désigne des vases à boire généralement à pâte calcaire, bien épurés et revêtus d'engobes plus ou moins grésés. Les exemplaires impériaux sont généralement richement décorés avec des techniques variées, de la barbotine, des moulages, des guillochis, alors que en quantité, les céramiques à parois fines de Mouzarna sont rarement décorées. Le décor, je crois que ça représente que 10% des fragments, du nombre de restes, même pas d'individus. À Mouzarna, on compte donc 49 formes de céramique à parois fines,
qui sont des vases dévolus à la consommation des boissons, des liquides en général. Enfin, on ne sait pas plus. Avant l'introduction de ce répertoire, les vases utilisés, les vases à boire, étaient constitués donc, par des vases en céramique à vernis noir. Donc on a des coupes qui apparaissent déjà au IVe siècle, le skyphos, ce qu'on appelle des amphorètes cantaroïdes, des canthares à anse nouée, à anse à poussier, le canthare pellicéoïde et surtout et puis des gobelets ovoïdes, comme on a vu tout à l'heure, un gobelet en vernis noir. Donc là, ces formes sont de tradition hellénique et se rattachent toutes au banquet. Mais on va observer, donc elles vont disparaître progressivement à partir ou en tout cas diminuer dans les nécropoles de Tarquinia au IIIe siècle. Aucun de ces vases, ou très peu, de ces formes n'a été transposé directement en céramique à parois fines. En revanche, la forme de l'ola en céramique commune est une des premières à avoir été copiée, enfin reproduite en parois fines. Donc ces olées qu'on a vues en pot à cuire sont reproduites dans le territoire de Tarquinia en tout cas, également en commune fine et dans de très nombreux modules, donc de petites, plus ou moins grosses, à partir du IIIe siècle. Ce pot, donc utilisé pour la conservation, la cuisson, enfin en fonction de la technique avec laquelle elle a été fabriquée, va aboutir à les premiers gobelets à boire. Là, c'est un gobelet dont la forme est celle des parois fines, l'usage, la fonction également. Pourtant, on ne peut pas vraiment le considérer comme tel, puisqu'il est fabriqué dans la pâte des céramiques communes. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que c'est une pâte en argile calcaire, mais riche de gros dégraissants. Et ces petites productions ces productions de communes qui sont très isolées, on les trouve essentiellement dans le territoire de Tarquinia, sont datées plutôt de la première moitié du IIe avant. Donc la tradition bibliographique considère cette classe comme une production exclusivement italique. C'est vrai parce que ses caractéristiques techniques et l'uniformité de son répertoire apparaissent dans des ateliers qui sont implantés dans ce territoire et parce que c'est là qu'elles sont utilisées, enfin, quand on commence à les produire. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment définir toute cette céramique qui va ensuite être redistribuée sur l'ensemble des territoires. Puisque si on a bien des éléments indigènes, étrusques, romains, pardon, on va aussi avoir des influences de Méditerranée orientale. Ça, c'est une autre forme qui s'inspire des céramiques communes, des céramiques communes du territoire de Tarquinia, le kalatos, qu'on a produit en céramique commune grossière, avec des gros dégraissants, et qu'on retrouve après dans les premières formes de céramique à parois fines. Donc, je vais d'abord vous parler du gobelet fusiforme, qui est une des formes les plus emblématiques de cette classe. Elle est nouvelle dans la péninsule. Le rapprochement de Maria Teresa Marabini avec les situles en bronze des cultures d'Est et de Gola Seca est aujourd'hui peu convaincant. En revanche, la forme est assimilable à celle de gobelets fusiformes à vernis rouge et décors d'appliques fabriqués à Pergame. À la différence des exemplaires de Musarna, le bord des vases pergaméniens est concave. Ce type se développe néanmoins sur d'autres formes de vases à parois fines qu'on a dans notre corpus, notamment des bols hellénistiques à relief, des bols en cloche. D'après Hübner, la forme des productions pergaméniennes dérive d'une évolution des skyphoïatiques de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces derniers évoluent de la vasque profonde et convexe à celle à fond fusiforme. Un exemplaire provenant de Laodicée est muni de deux anses verticales se rattache à cette tradition attique, rapidement abandonnée au profit de types plus élancés, pergaméniens, qui semblent avoir inspiré ces productions.
C'est un prototype qui se développe exclusivement dans la région de Pergame, en vernis rouge, à partir du premier quart du IIe siècle avant. On a également la tasse à panse trapue basse, très fréquente dans le territoire de Tarquinia, notamment à Tarquinia, Viterbe ou à Quarossa. Ces tasses sont diffusées dans toute la péninsule italique, un tout petit peu après. Certaines d'entre elles, certains de ces exemplaires, notamment ceux de Populonia ou de Cosa, présentent des décors d'appliques, des appliques à tête de sinène ou de masques, souvent associés à deux disques latéraux qu'on retrouve ici, sur les anses, et qui existent déjà dans les productions, dans les productions d'autres classes, il me semble, notamment en parois fines. C'est une forme qui est également attestée avec ces décors d'appliques à Tarente. Des skifoils identiques en céramique à vernis rouge et décors d'appliques à Pergame sont datés de la deuxième moitié du IIe siècle. Ils ne présentent pas de tête de silène ou de masque, mais d'autres décors, des grappes de raisin. Et l'iconographie des décors se rattache à la sphère dionysiaque. La filiation entre les productions pergaméniennes et celles attestées à Délos, Ordona et Tarente semble donc plus ou moins directe, enfin plutôt directe. Alors, le skyphos, qui est ici, donc est un vase originaire d'origine grecque, connu dans la péninsule italique depuis le 8e siècle. Apode, il présente une vasque profonde, des parois convexes et deux petites anses horizontales. On le trouve dès le 9e siècle en EB, mais il n'est importé en Italie qu'à la fin de l'époque géométrique, comme l'attestent les exemplaires corinthiens de type Thapsos. À la suite de ces premières importations apparaissent les copies métalliques qui se développent au cours des 8e et 7e siècles. Elle est ensuite produite en céramique à figure noire et à figure rouge. Là encore, la forme évolue à l'époque médio-républicaine dans les productions de céramique à vernis noir. Elle maintient une simple base annulaire et une vasque profonde. Mais les anses sont désormais verticales, parfois verticales, parfois poussiées, parfois flanquées de vaguelettes, mais jamais de volutes. Les exemplaires produits par la suite en céramique à parois fines, en sigilé italique et en glaçure plombifère reproduisent la forme de ce prototype en céramique à vernis noir. L'exemplaire de Musarna, donc celui-ci, présente des anses à poussier flanquées de vaguelettes et de volutes. Comme le signalait déjà Marabini, les anses à poussier flanquées de volutes et peuvent avoir de rares inscriptions, comme celle de Cyclops sur l'exemplaire de Cosa, qui se rattache directement à des productions à vernis rouge à relief de Pergame. Donc, des moules d'anses à poussier flanquées de volutes ont par ailleurs été retrouvés à Mytilène. Ce qui semble en fait montrer une nouvelle influence à ces skyphos qui sont sans doute l'hypothèse, ayant certainement vu ces productions orientales. Toujours en céramique à parois fines, un skyphos présente sur son bord, alors sur un exemplaire de Musarna, des volutes enroulées à la main. Donc là, on a dit une différence technique puisque les autres étaient moulés. Voilà, c'est une simple variante technique, mais qui pourrait être plus affinée aux productions de Mytilène. On retrouvera plus tard les mêmes anses à poussier flanquées de volutes sur des productions à glaçure plombifère fabriquées dans la vallée du Rhône et plus particulièrement dans l'atelier de Loyasse, dont l'activité se situe entre 30 et 15. Donc la forme est produite dans d'autres matériaux. Un skyphos en verre bleu muni d'anses à poussier flanquées de volutes a été mis au jour dans une tombe d'Adria et daté de la première moitié du 1er siècle. En Méditerranée orientale, un exemplaire en verre vert a été découvert dans l'épave d'Anticiter, aujourd'hui datée entre 60 et 50. D'après les auteurs, cette production est connue dès la fin du IIIe ou le début du IIe siècle et devient fréquente à la fin du IIe et durant tout le 1er.
Un autre skyphos en verre bleu cette fois provient d'une tombe de Kimé en Turquie. Et il est daté de la fin du deuxième ou du début du premier. Sa morphologie est voisine de l'exemplaire de Mouzarna, en particulier la lèvre interne en forme d'amande, ici toutefois parcourue d'un sillon. À Moscou, le musée de l'Ermitage conserve 2 skyphoi analogues à celui de Mouzarna. Ils sont également munis dans sa poussière. Alors cette forme est aussi fabriquée en argent. L'exemplaire le plus ancien, connu pour cette période, est un skyphos à anse à poussier flanqué seulement de vaguelettes et mis au jour dans la Saône et daté de la première moitié du premier. Des vases analogues font partie des trésors de Bosco-Réal et de Berthouville. Les auteurs proposent de dater ce dernier à la fin de l'époque républicaine. Plus tardivement, les skyphoi seront aussi produits en céramique à glaçure plombifère. Des ateliers orientaux démarrent cette production dans la moitié du premier. Ces vases présentent également des anses à poussier flanquées de volutes, parfois stylisées à l'extrême. Sur les productions métalliques, des anses à poussier flanquées de volutes sont attestées sur une cruche en argent découverte dans la péninsule ibérique. Elle est datée du deuxième. Des cruches en bronze, qui présentent également des anses à poussier flanquées de volutes, ont été fabriquées dans des ateliers d'Italie centrale entre 70 et 25. Les skyphoi appartiennent au groupe de céramique à barreaux fines le plus ancien de Mouzarna, qu'on peut dater donc de la fin du IIe siècle, fin du dernier tiers. Alors les 3 autres vases qu'on a ici sont des canthares, qui sont également des vases d'origine grecque, mais présents depuis très longtemps dans la péninsule italique, puisqu'ils sont attestés dès le 8e siècle. C'est un vase qui se définit initialement par sa grande vase convexe, son bord élevé et ses 2 anses surhaussées. Il est produit dès cette époque en Attique, puis imité en Bouqueiro à partir du 3e quart du 7e. Donc, il s'agit d'une forme populaire dans les productions à figure noire et rouge, largement attestée dans les nécropoles de Tarquinia. La forme évolue significativement à l'époque médio-républicaine dans les productions de céramique à vernis noir. Le pied du canthare est haut et la vasque présente 2 variantes. La première est similaire à celle du skyphos, la seconde est en calice munie de 2 sens bifides. Et la troisième est en cloche. Datés de la fin du IIIe jusqu'au milieu du IIe siècle, les canthares en vernis noir peuvent présenter des anses flanquées de vaguelettes, mais jamais de volutes. Le canthare à parois rentrantes ici, donc nous ne connaissons aucun canthare en parois fines identiques. Il peut cependant être associé à une variante, absente du site, mais qui présente une vasque hémisphérique, largement attestée en Étrurie méridionale, à Tarquinia et à Civitella San Paolo. On la retrouve également dans la péninsule italique, à Madrid, à Astareggia, Azeilo ou Bello. Cette forme, les canthares à vase à parois hémisphériques sont également produits en verre. Des exemplaires trouvés dans la nécropole de Canosa sont datés de la fin du IIIe et du début du IIe. D'autres sont conservés au musée de l'Ermitage à Moscou. Ils sont tous munis d'anses à poussier et celles de 2 canthares sont flanquées de volutes. Ce groupe de vases, celui de l'Ermitage, donc, est daté de la 2e moitié du IIe ou du début du premier. En raison de l'abondance de ces productions à Carthage, en Asie mineure et en particulier dans la région de Krasnodar, c'est-à-dire à l'est du détroit de Bosphore, en Crète également, dans l'épave d'Anticythère, on suppose l'existence de plusieurs fabriques dans ces régions. Un autre canthare de ce type en argent a été trouvé à Saint-Sébastien del Puert dans la péninsule ibérique. Il présente également une vase hémisphérique à lèvres internes en amande et un pied mouluré, assez proche de ceux du canthare en cloche. D'autres exemplaires en métal sont connus à Ancône, proviennent d'Ancône et de Tivoli et sont tous datés de la moitié du 1er siècle. Ces 2 lots contiennent également des canthares à vasque hémisphérique, à bord légèrement concave, dont le profil est voisin de celui du canthare en cloche de Mouzarna. Voilà, bon, c'est un peu, et je m'aperçois, bon, c'est un peu, ça fait beaucoup comment dire, d'analogie entre
et la petite forme en argent ou celle en verre. Mais en même temps, ce sont tous des petits détails qui vont apparenter ces productions, notamment parce que avant la production de ces parois fines, on n'a pas justement ces petits détails qu'on peut raccrocher à des productions métalliques et en verre de Méditerranée orientale. Donc voilà. Vous avez ici le canthare en calice, qui a un décor d'applique et de guillochis. Donc là encore, nous ne connaissons pas de parallèle exact à cette forme. Mais toutefois, outre les analogies sensibles avec d'autres formes de céramique à parois fines, évidemment, le canthare en calice est également produit en céramique à vernis noir. Ces derniers ont été majoritairement fabriqués en étrurie au IIIe. Certains exemplaires peuvent néanmoins avoir été produits dans la deuxième moitié du premier, toujours dans cette zone. Les exemplaires les plus récents sont relativement rares et leur datation basse incertaine. Il est donc difficile d'affirmer qu'elles ont directement inspiré les productions en céramique à parois fines. En revanche, un lien direct peut être fait avec les productions en argent, et en particulier avec un vase analogue provenant du trésor d'Hildesheim. Même si ce dernier lui est postérieur, on sait que l'argenterie s'est considérablement développée à Rome dans le dernier tiers du IIe siècle, après la découverte du trésor d'Attale, rapporté après l'annexion du royaume de Pergame en 133. D'après Pline l'Ancien, cette découverte suscita une véritable frénésie, engendrant également un phénomène de collectionnisme que l'on va retrouver jusqu'à la période impériale. Les témoignages archéologiques de ce phénomène sont extrêmement rares et ne sauraient lui donner sa véritable dimension. C'est pourquoi il semble très probable, malgré l'absence d'exemplaires antérieurs ou contemporains, que la résurgence de la forme du canthare en calice soit liée à des productions en argent. Le canthare en cloche, enfin, donc ça, comme le précédent, le canthare en cloche a une origine grecque. Et on lui trouve également des parallèles en argent, notamment dans les trésors d'Ancône et de Tivoli. Ils sont tous datés du 1er siècle. Avant. Alors là, ce sont des bols hellénistiques à relief. Je vais vous parler avant de bols en cloche, donc qui ont cette forme-là. Parce que je ne l'avais pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose qu'un bol hellénistique, mais sans le décor moulé. C'est une forme qu'on retrouve assez facilement à Mouzarna, dans le territoire de Tarquinia. L'influence hellénistique est assez évidente pour des bols en cloche, puisqu'elle est très proche donc, des bols à relief et des canthares en cloche. Cette forme a également été produite en céramique à vernis rouge pergaménienne. On en connaît un exemplaire à Délos qui est daté avant 88. Un autre à engobe orange, également proche de la forme des bols hellénistiques à relief, a été trouvé sur l'agora d'Athènes et daté dans la première moitié du premier. La forme est attestée par des productions métalliques du IVe dans des métaux très luxueux, notamment un exemplaire macédonien qui est en or. Et un autre est décoré en argent avec une tête de silène appliquée sur le fond. Donc l'apparition des céramiques à parois fines nous semble intéressante pour deux aspects légèrement contradictoires. D'une part, pour l'apparition d'un service entier de vases à boire, et d'autre part, par la pauvreté des matériaux. Finalement, est-ce que les céramiques à parois fines n'expriment pas indirectement le phénomène que les lois somptuaires tentent de limiter lorsqu'elles interdisent, par exemple, l'utilisation de fins étrangers dans certaines circonstances ou les dépenses pour certaines occasions? Et plus généralement, l'intégration de formes ou d'éléments stylistiques prestigieux orientaux dans une céramique austère, romaine, qui se transforme en cette fin de République romaine pour des raisons qu'il tient encore de définir, puisqu'on a quand même toute l'apparition de services entiers de consommation. Alors, je vais rapidement passer au bol hellénistique à relief, que j'ai pas mis dans les formes, qui est une céramique à parois fines. Celle-ci, c'est la même chose. Son décor la différencie. Donc nous voyons que la question de l'identification des influences hellénistiques réside dans leur origine géographique et chronologique.
L'origine géographique est un moindre problème comparé à celui de l'horizon chronologique. La céramique hellénistique a tant pénétré une partie de celle de la péninsule italique depuis si longtemps que certains éléments en font désormais partie intégrante. Pour illustrer ce problème, de ces influences qui se renouvellent dans le temps, je vais utiliser les bols hellénistiques et un riton. Donc, ces vases au décor raffiné introduisent en Italie le décor moulé qui connaîtra un grand succès lors de l'essor de la céramique sigillée à rétine. Les bols hellénistiques à relief, également appelés italo-mégariens, copient des productions orientales dites coupes mégariennes. Les Grecs les appellent hémitomoi en raison de leur forme en demi-sphère. Le terme de coupe mégarienne a été employé pour la première fois au XIXe siècle par Otto Bendorf pour désigner des bols revêtus d'un engobe décoré au moule et dont il situait la production à Mégare. Les études successives ont permis de mettre en évidence la multiplicité de leurs centres de production en Méditerranée orientale. Ils sont produits dès la seconde moitié du IIIe à Athènes, puis sont imités dans le Péloponnèse, à Héphaïstia, sur les côtes d'Asie mineure, en Crimée et dans le Ponte Euxin septentrional. Ils sont exportés jusqu'en Palestine. Un atelier qui a diffusé à grande échelle a été identifié à Samos. Ses productions sont connues à Délos, à Alexandrie, sur les côtes gauloises et italiques. Les régions de Pergame et de Sardes deviennent les principaux centres de producteurs dans la deuxième moitié du IIe siècle après. Donc, sur la base de certains groupes de pâtes qui sont identiques, il est possible d'associer les céramiques à parois fines et les bols hellénistiques à relief. Les attestations de ces productions se limitent à l'Italie centrale et méridionale. C'est là qu'elles sont le plus concentrées. Donc, de nombreux exemplaires proviennent du territoire de Tarquinia, Castel d'Asso, Viterbo, Monterrazzano, de la Via Claudia, Sovana, de Veies, Montefiascone, Arezzo, Cosa, Populonia, Castiglioncello. On les retrouve dans le Latium central, à Rome et Tivoli. En Italie méridionale, à Naples et Tarente. Et sur la côte adriatique, à Rimini et en Sicile, à Morgantina, où ils sont produits. Souvent signés par des potiers, des ateliers ont été localisés en Italie centrale. Les plus anciens sont ceux produits dans l'atelier de Popilius. Viennent ensuite ceux de Lapius, puis Quintinus, Attinus, etc. Les exemplaires de Musarna proviennent en revanche des ateliers de Tivoli, dont la production est datée à partir de la fin du deuxième siècle. Ça, c'est Cristina Leotta qui me les a attribués à cette production. Elle est spécialiste de cette catégorie et elle connaît très bien justement celle de Tivoli. Mais on connaît des fragments de moules à Cosa, à Ischia, Calès, Montesanace, Tarente, Métaponte, Morgantina et Tindari. Donc, tous ces bols hellénistiques ont-ils une seule et même influence? Alors il faut ici distinguer les bols hellénistiques à relief verni et ceux qui ne le sont pas. Parce que ces derniers sont attestés principalement en Italie centrale à la fin du IIe et au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont ceux pour lesquels nous connaissons le nom des productions que j'ai citées avant. Le groupe vernissé, en revanche, bien attesté en Étrurie, notamment à Tarquinia, est également très présent en Italie méridionale et provient de contextes légèrement antérieurs du IIIe siècle. On peut ainsi penser que les productions vernissées s'inspirent directement ou par le biais des colonies de productions plus anciennes dans le bassin méditerranéen oriental, notamment celles de Mégare, alors que les productions que nous allons retrouver en Étrurie, disons entre la Campanie et l'Étrurie à la fin du IIe, seraient peut-être des reproductions de nouvelles influences, de nouveaux ateliers qui sont ceux plutôt de Pergame et de Sardes. En dehors des productions céramiques, cette forme peut être mise en parallèle avec deux bols hémisphériques en argent qui proviennent de Mengibar. Toute la hauteur de leur panse est perforée de petits trous figurant des méandres, des feuilles d'eau et des volutes. Des prototypes lointains sont peut-être identifiables également dans les services en argent royaux macédoniens, parmi lesquels on remarquera un vase dont la moitié inférieure est hémisphérique et la moitié supérieure est concave. Le bord est légèrement pendant et sur la moitié hémisphérique de la panse se développe un riche décor stylisé ou repoussé. Malheureusement, je n'ai pas l'image ici.
Les Rita sont des vases dont une extrémité est percée et permet à un liquide de s'écouler par la partie opposée au bord. Donc un unicum a été trouvé à Musarna. La quasi-totalité de l'objet a été réalisée au moule. Seule la partie supérieure, comprenant le bord, a été tournée. Le décor, qui fait appel à 3 techniques, se développe sur l'ensemble du vase. La partie zoomorphe, fabriquée au moule, couvre les 2 premiers tiers de paroi. Elle est formée de lignes ondulées, imprimées, dont certaines terminées en boucle dessinent une toison. 2 doubles séries de croissants de lune en fort relief, positionnées de part et d'autre de la panse, amorcent une spirale et figurent des cornes de bélier. Enfin, une cavité surmontée d'une bosse forme un œil. 4 guirlandes de laurier ont été incisées assez grossièrement sous le bord. Chacune d'elles se termine par une applique en forme de tête de silène de facture médiocre. Celle-ci perpétue la présence de thèmes dionysiaques associés au rita hellénistique. En revanche, la technique d'applique et ce type de représentation stylistique est plutôt d'origine italique. On le voit dans des productions. On en a vu un tout à l'heure sur un vase en argent. Je crois que c'est Guillaume qui l'a présenté ce matin. Il y avait une petite applique comme ça. Et on en retrouve également à Arezzo. Donc, produits en métal, en ivoire et en céramique, ils sont très populaires dans le monde grec de l'époque archaïque à l'époque hellénistique et au-delà jusqu'à l'époque romaine au 1er siècle après. Configurés à l'origine en forme d'une simple corne, ils s'ornent souvent d'un protome animal. On les trouve dès le 3e millénaire en Irak, en Iran, en Égypte, en Syrie septentrionale, en Palestine, en Crète, en mer Égée, en Grèce et dans les Balkans. Dans le monde grec, le riton apparaît au début du 5e siècle avant Jésus-Christ à la suite des guerres médiques et s'inspire alors des modèles perses. La forme est particulièrement bien attestée en céramique à figure rouge tout au long du 5e. Le terme ritum apparaît au siècle suivant dans un texte de Démosthène. Des productions imitant les modèles attiques apparaissent à Tarente vers le milieu du 4e, pour lequel Hoffmann distingue 2 ateliers, l'un à Gnathia en Apulie et l'autre à Paestum en Lucanie. Les ritas d'époque romaine se répartissent en 2 groupes. Le premier réunit des vases en céramique et en verme de forme tubulaire. L'un d'entre eux a été retrouvé à Pompéi. Il s'agit d'un gobelet à paroi fine, et celui retrouvé à Pompéi est un gobelet en paroi fine terminé par un goulot. Des exemplaires en verre ont également été retrouvés à Pompéi, dans la péninsule ibérique, à Adria. Il est probable que ce riton ait également été produit en argent, comme en témoigne une peinture de la tombe de Vestorius Priscus à Pompéi, qui représente tout un service de vase à boire en argent. Le deuxième groupe de rita romain appartient en production à glaçure plombifère d'Italie du Nord et de la région rhénane. Tous les exemplaires sont à protomée animale, essentiellement des antilopes, et présentent un décor moulé à motif végétal ou à scènes érotiques. Un lot d'une 12aine d'exemplaires a été mis au jour à Abano dans un complexe thermal. Un riton en forme de corne terminé par une tête de cerf provient de la zone urbaine d'Altino. Toute la partie courbe est ornée d'un décor en relief réalisé au moule et représentant des branches d'olivier. Ce type de décor est attesté sur d'autres productions à glaçure plombifère, sur de la céramique sigillée, sur le skyphos en argent de Bosco-Réal et sur des cantaroilles également en argent de la maison de Ménandre à Pompéi. Ces vases auraient été également fabriqués ces derniers exemplaires auraient été fabriqués dans les ateliers d'Aco, près d'Aquilée, au même moment que les célèbres gobelets, donc à la fin du 1er avant. Un autre riton à tête de cerf en glaçure plombifère a été trouvé dans une fosse de fondation d'une domousse de Crémone. Si les productions d'Italie du Nord semblent avoir été directement influencées par les modèles orientaux, sans médiation méridionale, un 3e riton à tête de cerf, en bronze cette fois, mais comparable aux exemplaires septentrionaux, a été retrouvé à Pompéi et atteste donc de la circulation de ces modèles dans l'ensemble de la péninsule. Donc, nous ne connaissons aucun parallèle étroit au riton de Musarna. Les exemplaires les plus proches sont des productions acromes tarentines à protomée de bélier et bord en bandeau du IVe siècle. Donc, il ne fait aucun doute que notre exemplaire s'inspire de ces modèles en dépit de l'écart chronologique de 3 siècles qui les séparent. On cherche manifestement à créer un nouveau langage esthétique pour cette forme insolite. La question de la fonction du riton est particulièrement intéressante car elle démontre comment celle-ci peut changer d'un contexte culturel à l'autre.
Dans le monde perse, il était utilisé comme vase à boire que l'on passait de main en main pendant que le liquide s'écoulait totalement par le petit orifice. Pour Tuchelt, il s'agit ensuite d'un vase à libation. Selon Massimo Dolci, l'aristocratie grecque l'aurait adopté pour le culte des héros. Il aurait ensuite été introduit dans les mystères dionysiaques ainsi que dans les banquets privés et publics et pourrait également être associé au monde funéraire, comme en témoignent des reliefs où le défunt boit dans une corne à boire en présence d'autres personnages, essentiellement des figures féminines. Le riton a peut-être eu un rôle dans des cultes également orphico-dionysiaques et peut-être même dans le processus d'héroïsation lié à l'aristocratie locale en Apulie. Gautier souligne son rôle apotropaïque et note qu'il s'agit d'un vase souvent attribué à des personnages du cortège dionysiaque ou à Dionysios lui-même. Différentes représentations figurées montrent l'usage du riton au cours des banquets. Il peut être utilisé, comme nous l'avons vu, dans des rites de fondation. Le contexte archéologique d'Abano et le décor du Platon en argent dédié à Salus Sumeritana le lie également aux activités et aux cultes thermaux. Par ailleurs, des représentations peintes et sculptées associent fréquemment les ritas au dieu l'art. Des documents les montrent tenant un riton, généralement de forme tubulaire, dans une main et dans l'autre une patère ou une situle. Cette nouvelle iconographie se développe à la suite de la réforme du culte des lards par Auguste en 7 avant Jésus-Christ. Il serait donc tentant d'associer la réapparition du riton de Musarna à la réforme du culte, mais les exemplaires de la zone rhénane semblent antérieurs de quelques décennies à cette date. Le riton symbolise par excellence la réinterprétation morphologique, esthétique et fonctionnelle d'un vase oriental dans la péninsule italique. Aucun de ces aspects n'est cloisonné et chaque population le réadapte à ses besoins tout en conservant son rôle manifestement très symbolique. Donc, je passerai rapidement sur la céramique sigillée, juste pour dire que c'est la dernière classe de céramique hellénistique et romaine, qu'évidemment on connaît ses origines orientales, mais qu'on ne peut que s'étonner de l'écart chronologique qui sépare les deux productions. Alors que manifestement on connaît très bien les productions de céramique à vernis rouge pergaméniennes en Étrurie. Donc il ne fait aucun doute que les Romains la connaissaient depuis longtemps, mais qu'ils ne ressentirent pas la nécessité de s'en inspirer pour des raisons inconnues. Je vais passer maintenant à la dernière partie, moins descriptive, sur le déclin des influences hellénistiques dans les céramiques romaines vers une transformation des pratiques alimentaires. Donc, les influences hellénistiques dans la céramique romaine naissante sont bien réelles, mais réinterprétées légèrement différemment dans chaque catégorie et classe. La céramique à vernis noir intègre peu les nouvelles influences et produit des formes qui s'inspirent très librement de formes de modèles déjà existants. À l'opposé, les céramiques à parois fines offrent un répertoire morphologique qui emprunte d'une part à des formes sans prestige local et d'autre part à des formes de luxe oriental. Les céramiques communes, multipliant ce qui se continue d'être, quantitativement, qui semblent toujours plus nombreuses, ont encore des modèles indigènes qui existent depuis des siècles, mais intègrent des nouveautés comme les VRP et quelques formes grecques. Donc, au-delà de leur origine, tous ces changements, qui s'étalent sur environ 2 siècles, indiquent de toute évidence des transformations lentes et profondes des pratiques alimentaires. Celles-ci sont encore à définir, mais elles sont peut-être liées à l'intensification des échanges commerciaux dans le monde méditerranéen et au contrôle progressif que Rome aura sur eux, rendant ainsi les Romains plus perméables aux habitudes alimentaires et externes. Mais cette nouvelle vague d'influence n'est probablement pas cantonnée au seul territoire de Rome. C'est pourquoi on pourrait voir apparaître de nouvelles formes dans des matériaux également pauvres dans d'autres régions. Je pense en particulier à des vases à bois qui apparaissent dans les nécropoles d'Apulie et de Sicile dès le début du IIe siècle. Dans son étude sur les pratiques alimentaires de Délos à la fin de l'époque hellénistique, Annette Peignard-Giraud met en évidence la transformation des pratiques du banquet et de la consommation du vin à la fin de l'époque hellénistique.
Dès le deuxième quart du IIe siècle, on observe à Délos comme à Athènes la disparition progressive des cratères décorés utilisés pour le mélange du vin et de l'eau. Ces derniers sont peut-être remplacés en cuisine par des vases en céramique commune, le vin étant ensuite apporté déjà mélangé aux convives. Peut-être ces mélanges sont-ils pratiqués directement dans les vases de service ou de consommation, bien que les formes s'y prêtent difficilement, comme on l'a vu, le laginos ou le gobelet. Dans la catégorie des vases dévolus à la consommation, les coupes d'époque classique sont progressivement remplacées par les bols hellénistiques à relief et les coupes carénées à vernis rouge ou noir provenant de Cnide ou de Kos. Un phénomène similaire est observable dans la péninsule italique, puisqu'une quantité croissante de vases de consommation individuelle apparaît alors, que ce soit en vernis noir, en céramique à parois fines ou en céramique sigillée. À propos des céramiques à parois fines, leur développement est parallèle à celui de la viticulture et des amphores à vin tout le long de la côte tyrrhénienne, de l'Étrurie à la Campanie. Nous l'avons vu ces derniers jours, un des ateliers d'amphores les plus importants a été identifié à Cosa. Donc Cosa, colonie romaine, qui à ce jour a livré l'un des corpus à parois fines les plus anciens et les plus complets. L'apparition d'un nouveau service à boire dans lequel sont intégrés les bols à relief hellénistique de production italique, des imitations de vases précieux d'origine orientale, ainsi que des formes de tradition autochtones pourraient correspondre à de nouveaux besoins liés à la consommation du vin. Cette dernière, en rupture avec la tradition du banquet, s'oriente vers une consommation à grande échelle, dont témoigne l'augmentation du commerce des amphores vinaires tout au long du IIe siècle. Très présentes sur ces formes de vases à boire sont également très présentes sur le limès rhénan. Et leur présence a justement été mise en relation avec l'implantation de camps militaires romains. Un ouvrage très récent, dont je n'ai seulement lu que le compte-rendu, semble particulièrement prometteur sur ces thèmes de l'acculturation et son impact dans les modes de consommation. Donc pour les éditeurs, les transformations dans les habitudes alimentaires peuvent montrer comment une culture est en transformation et s'adapte à des forces internes et externes. Un article traite par exemple de l'importance de la production de vin dans l'identité crétoise. Un autre travail porte sur les lois somptuaires qui limitent, on l'a vu, la dépense alimentaire ou l'utilisation de vins étrangers dans certaines occasions. Pour l'auteur, les Romains du IIe siècle ressentent la nécessité de protéger leur identité culturelle et rejettent la culture grecque qui serait trop luxueuse. Rome cherche à promouvoir un mode de vie simple basé sur une agriculture locale. Mais malgré ces lois, la nourriture étrangère sera rapidement introduite et adoptée à Rome. Une dernière contribution pertinente avec les sujets que nous traitons ici examine des contextes légèrement postérieurs et traite de l'importance du garum dans l'identité des soldats romains présents sur le limès rhénan et de son impact sur les populations locales. Au départ importée de la zone méditerranéenne, cette sauce est ensuite produite sur place et commercialisée. Selon l'auteur, un régime spécifiquement militaire aurait été créé de manière à générer une identité commune. L'uniformisation des céramiques à l'époque hellénistique prend donc une valeur autre que celle d'un simple appauvrissement matériel. Alors qu'elle exprimait jusqu'ici un ordre social, disons, oligarchique et territorial, la standardisation de la céramique romaine dépersonnalise totalement les vases en les réduisant à leur simple fonction. Il s'agit d'une nouvelle perception de la consommation des aliments et de leurs contenants qui s'impose dans un modèle romain qui se veut uniforme, mais qui évidemment ne l'est pas. L'aristocratie continue de s'inspirer des objets de luxe orientaux, comme en témoigne la mode des produits égyptiens qui suivra la bataille d'Actium. Rome semble prise entre la nécessité de conserver ses valeurs et la tentation d'adopter de nouveaux modèles. Le modèle hellénistique concurrence la culture romaine et son ascension croissante. Là, je parle uniquement de vases. Peut-être les ateliers qui ne produisent que quelques formes, les nombreux ateliers qu'on connaît en Italie qui ne produisent que quelques formes de céramique à vernis noir, de céramique à parois fines, de céramique commune, ne sont au fond que,
ne sont pas, comme on considère régulièrement, des imitateurs malheureux de production au rayonnement plus ample. Peut-être que ce sont en revanche les productions plus recherchées, qui intègrent plus d'éléments hellénistiques, qui tentent d'imposer un modèle différent de cette production uniforme romaine. Enfin, il ne faut sans doute pas sous-évaluer la valeur culturelle de certaines formes céramiques qui, pour nous, n'ont pas d'intérêt esthétique, technologique ou iconographique. Là, je prendrai l'exemple de vases qui ont été retrouvés dans le mitréum des 7 portes d'Ostie. Donc, ce sont des gobelets pyriformes, apparemment en parois fines, qui ont été déposés. Bon, c'est pas celui des 7 portes, mais il se présente exactement de la même façon. Donc ce sont des vases qui ont été déposés dans l'une des banquettes, puis scellés, vases utilisés au cours d'un banquet religieux. Ces banquets, alors malheureusement là encore je n'ai pas ces gobelets parce qu'ils ne sont pas publiés. Ces banquets où l'on consommait du pain et du vin sont partie intégrante du culte de Mitra, particulièrement diffusé dans l'armée romaine. Mais le problème est ici chronologique, puisqu'il s'agit de formes anciennes. Ce sont des gobelets à parois fines pyriformes qu'on retrouve à la fin du deuxième, premier tiers du premier avant, mais qui se retrouvent ici dans un contexte du IIIe siècle après. Donc leur fabrication semble contemporaine à ces vases, au culte et à l'édifice. Mais là, la forme et le matériau, la façon dont il est exprimé dans son matériau, semble important pour une connotation qui nous échappe. Alors, est-ce que ça se rattache à l'armée romaine? On sait que c'était un culte particulièrement diffusé chez les soldats romains, sachant que ce sont des vases qu'on a énormément aussi retrouvés dans les camps. Même chose pour un autre vase. Alors ici, ce sont des toutes petites coupes en céramique à parois fines, donc là caractérisées par l'incrustation de pêtes de verre. C'est une production qu'on ne connaît pratiquement qu'à Rome, même si la pâte est assez proche de certains des gobelets diacolrètes d'origine orientale. Là, ce sont des vases qu'on a retrouvés dans le contexte archéologique palatial du Palatin, sur la Vigna Barberini, et qui sont généralement datés de la deuxième moitié du deuxième après. Donc à un moment où ces céramiques-là ne circulent plus du tout, n'existent plus dans la péninsule italique. De toute façon, les céramiques à parois fines non engobées en céramique, en argile non calcaire, ne sont plus produites depuis au moins environ un peu moins de 2 siècles. Donc à partir de la définition en conclusion de l'acculturation qu'a donnée Vincent Lindy, qu'a repris Vincent, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels originaux de l'un ou des autres groupes. Il semble que l'influence hellénistique dans la céramique romaine est réelle, puisqu'on observe, on voit bien qu'on a l'introduction de certaines formes ou de certains styles. Donc elle se manifeste sous quelques aspects dans la céramique commune, à parois fines, à sigillés, plombifères, dans des régions qui sont toutefois depuis longtemps hellénisées. Donc il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ce qui est l'influence hellénistique nouvelle, donc des courants contemporains, ou celle qui est héritée de l'histoire de la région. Donc, par rapport aux périodes antérieures, nous l'avons vu, les influences directes de la céramique tendent à diminuer. Leur nature change également, notamment
en fonction des relations politiques qu'entretiennent les différents territoires. On le voit bien avec l'art et l'artisanat pergaménien, qui finalement ne pénètrent que peu ou prou dans la péninsule italique avant son annexion par Rome. Les transformations politiques mènent inévitablement à des changements dans les courants commerciaux et l'hégémonie romaine transforme l'accès aux matières premières. Pour bien comprendre la mesure de ces influences, il faudrait aussi bien définir la céramique romaine avant son ascension, période où elle est surtout sensible aux productions étrusques et campaniennes. Plus Rome impose son autorité dans la péninsule italique, et plus elle assimile et intègre des influences culturelles externes. Elle se caractérise par sa capacité à intégrer des éléments d'autres cultures, à les retransformer pour en faire quelque chose qui lui est propre. On le voit encore à l'époque augustéenne avec l'introduction de la production du verre soufflé, d'origine orientale, mais qui va s'imposer avec un répertoire qui sera propre aux productions romaines. Voilà. Donc il faudrait là, là je vous ai seulement livré quelques réflexions sur ces phénomènes d'acculturation en Italie, en partant évidemment d'exemples très précis, en intégrant des exemples très précis que sont les parois fines. Mais il faudrait encore définir exactement quelles sont les influences macédoniennes, pergamédiennes, égyptiennes, où elles apparaissent, comment elles se traduisent. Il faudrait également comprendre un peu mieux où émerge cette céramique romaine et notamment le lien entre ce qui est proprement Rome et l'Étrurie. Voilà. Il semble quand même que même si ces influences sont nettes, on a tout au cours de cette période l'élaboration de ce qui va aboutir à la céramique romaine impériale, qui est un matériel uniforme et qu'on va retrouver qu'on retrouvera ensuite partout. Voilà.